Bonjour à tous et merci de rester fidèles à Eurosport. Je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau rendez-vous de la rédaction. Bienvenue dans Campus, le magazine du sport universitaire. Ça fait quelques mois maintenant que la Fédération internationale du sport universitaire et Eurosport sont partenaires. Et à 4 mois des prochaines universiades de Kazan en Russie, événement que vous pourrez d'ailleurs suivre sur notre antenne, ce sera du 6 au 17 juillet. Eh bien, nous avons souhaité créer un espace pour parler du sport étudiant, déjà savoir comment le définir, en quoi ce sport est différent du sport professionnel, est-il vraiment différent ? Comment se passent les sélections pour les universiades, comment concilier études supérieures et sport de haut niveau. Eh bien, toutes ces questions et d'autres questions et tous les débats qu'elles suscitent seront exposés dans Campus tous les mois et on va en parler avec notre équipe de spécialistes et notre invité que je vous présente dans une poignée de secondes. Ce sera juste après le sommaire, menu assez copieux de ce premier numéro. C'est parti. Au sommaire ce mois-ci, nous vous ferons découvrir Kazan en Russie, ville d'accueil des prochaines universiades d'été. Jean Dury nous parlera de Jean Petitjean, le créateur des Universiades et de la première édition des Jeux mondiaux universitaires en 1923. Gros plan ensuite sur un des 4 athlètes de la Campus Team dont nous suivrons la préparation cette saison, le nageur australien David McKeown. Enfin, nous rencontrerons une légende du basket européen à l'occasion de voir comment les choses se passent de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà donc pour ce sommaire et pour répondre à toutes nos questions, eh bien je serai entourée tous les mois d'une très belle équipe, vous allez voir. D'abord, messieurs, honneur aux dames, on est ravis de vous accueillir. Marlène Arnois est inconnue, médaillée olympique, médaillée en Europe, médaillée aux universiades, championne du monde universitaire. Bon, vous avez un gros palmarès, championne du monde à Shenzhen, hein, c'était en 2011. Alors, outre cette pratique, vous êtes aussi, vous suivez des études en journalisme, vous êtes d'ailleurs diplômée. J'ai obtenu mon diplôme au mois de septembre dernier. J'ai validé ma licence en journalisme, donc la formation Sportcom à l'INSEP. Alors c'est d'autant plus intéressant que vous allez pouvoir nous parler de votre expérience de sportif de haut niveau, comment vous entraînez, votre quotidien, les difficultés, les hauts, les bas ou même les avantages, vous allez nous dire. Puis en plus, vous avez une double culture puisque vous êtes d'origine canadienne et vous avez eu l'occasion d'aller vous entraîner également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous nous direz comment ça se passe là-bas. Face à vous, on a la référence du sport universitaire qui est avec nous. Il s'agit de Jean Dury. Bonjour. Bonjour, référence du sport universitaire, c'est beaucoup dire. Oh, bah c'est pas mal. Écrivain, fondateur du musée du sport, entre autres, hein, vous serez un peu notre Bible et vous avez énormément à nous apprendre sur le sport universitaire, sur ses enjeux, sur son évolution aussi. Et puis vous reviendrez pour nous sur l'histoire du sport universitaire qui a été marquée d'une manière générale par l'histoire contemporaine. Oui, mais une histoire très vivante parce que cette émission, ce campus va être très vivant. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, on vous retrouvera tous les mois pour votre leçon d'histoire. Ce sera dans la deuxième partie de ce magazine. À vos côtés également présent notre confrère Pierre Fula. On est ravis de vous avoir, consultant Eurosport. Alors vous aussi à double titre, hein, haltérophile. Donc on a cette expérience-là et puis on ne va pas rappeler le palmarès, mais c'est quoi, 8 JO? Non, j'ai commenté 8 Jeux olympiques. Ah oui, en tant que journaliste, c'est ce que je dis. Je n'ai pas été sélectionné à 8 JO. En tant que journaliste. Ça serait énorme. Hein, 150 championnats du monde. Non, j'ai battu 38 records de France, j'ai été 5e au championnat du monde d'haltérophilie et j'ai vécu une partie de ma vie à l'INSEP, qui était l'INS, l'Institut national des sports, comme une grande personnalité qui est présente aujourd'hui. Et puis voilà, vous avez en tout cas plein d'anecdotes et on espère que vous nous les livrerez. Clémentine Sarlat nous rejoindra également dans la dernière partie de l'émission pour nous présenter une légende du sport qui est issue du monde universitaire. Ce sera l'occasion pour nous de lancer un débat de réflexion sur le thème choisi. On en sera un petit peu plus dans une demi-heure avec son portrait. Et puis nous accueillons enfin un invité tous les mois et pour cette première, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le président de la Fédération internationale du sport universitaire. C'est Claude-Louis Gallien qui est avec nous. Bonjour Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Et puis en plus sportif de haut niveau aussi, hein, vous avez été quelques années de ça. Oui, mais bon, quand même. Vous avez aussi cette expérience, lanceur de marteau, puis vous avez fait des universiades. C'était en 1967, ça ne nous rajeunit pas. C'était à Tokyo. À Tokyo. Bon, ben, on aura l'occasion évidemment d'en parler avec vous. La première question, je vais vous la poser tout de suite parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. On s'en est aperçu quand on a préparé cette émission. Qu'est-ce que le sport universitaire ? Le sport universitaire, c'est la façon qu'ont les étudiants de pratiquer le sport à tous les niveaux. Ça va du niveau de la base jusqu'au niveau le plus élevé de l'élite. Donc c'est pas réservé à l'élite. Hein. C'est pas réservé à l'élite du tout. Que pour les sportifs de haut niveau. Non, c'est pour tout le monde. Et c'est une façon de faire du sport qui s'intéresse moins au business, disons. C'est pas le businessship, c'est le sportsmanship, c'est vraiment le fair play, le plaisir, le jeu. Le sport est encore un jeu dans les universités. Il y a une obligation de poursuivre les études
Est-ce qu'on peut faire redoubler 15 fois la première année ou partir c'est pas gênant? Non, c'est très bien régulé, mais ça dépend un peu de chacun des pays. Dans la Fédération internationale du sport universitaire, il y a, je crois, 164 pays dans le monde, et chacun a ses propres règles. Donc nous suivons quand même, pour ce qui est de la qualification universitaire, les règles qui sont celles de chacun des pays membres. Mais Jean, la notion de compétition reste présente dans le sport universitaire. Oui, mais la chose qui est fondamentale, c'est que dans le sport universitaire, pour l'étudiant sportif, c'est pas le sportif étudiant, c'est l'étudiant sportif, le but premier, ce sont les études. Forcément, c'est de réussir dans ses études. Alors, ils aiment le sport, ils en font, c'est une passion. Parfois, ils sont très doués, parfois, ils sont très élevés dans les hiérarchies sportives normales, mais le but premier, ce sont les études. C'est ça qui... On va demander à Marlène, c'était votre but premier ? En fait, moi, mon but, c'était les Jeux Olympiques, c'était d'être championne du monde universitaire. Et en intégrant l'INSEP, il y a le double projet. Donc, de poursuivre un cursus sportif et scolaire à la fois. Donc, c'est ce qui m'a permis de concilier ma carrière sportive au plus haut niveau, tout en ayant mon parcours, tout en poursuivant mes études en journalisme. Mais le but, c'est quoi, la fin pour vous? C'est rester dans cet univers du taekwondo parce qu'on n'a pas dit taekwondoïste, effectivement. Je ne sais pas si on a précisé le sport dont vous êtes issu, mais bon, on le sait, on a suivi les Jeux Olympiques quand même. Mais pour moi, l'objectif, c'est d'assurer ma reconversion. Donc, c'est de vivre pleinement mon sport, d'essayer d'atteindre le plus haut niveau. Et les études me permettent d'avoir un certain équilibre et d'envisager ma reconversion. Ça, c'est lié aussi aux étudiants. Peut-être que tous les jeunes qui sont très doués en sport n'ont pas cette réflexion-là? Oui, moi je dirais que le sport universitaire, avec le recul que j'ai sur 40 ans de sport international, c'est une bouffée d'oxygène. Parce que j'ai côtoyé des champions de renom. Stéphane Caron, qui préparait une licence d'économie alors qu'il a été médaillé olympique aux Jeux de Séoul, par exemple. Et entre chaque course, eh bien, il travaillait. C'est une bouffée d'oxygène parce qu'ils n'ont pas le même comportement que les sportifs de haut niveau professionnels qui représentent 70% de l'élite du sport français, il faut le dire, Président. On peut considérer aujourd'hui que tous ces athlètes qui s'engagent dans le sport de compétition n'ont pas parallèlement tous des études à poursuivre. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une bouffée d'oxygène, parce que quand on voit Romain Barras, qui a été médaille d'or du décathlon aux Universiades en 2003, qui devient ensuite champion d'Europe d'athlétisme, vous côtoyez Romain Barras, vous discutez avec un garçon comme ça, équilibré, et vous avez le sentiment de discuter avec quelqu'un qui s'est élevé intellectuellement, bien sûr, mais qui est aussi un athlète de très haut niveau. Oui, ce qui est amusant et ce qui montre l'intérêt d'un plateau tel que celui-là, c'est que Marlène a exactement dit le contraire de ce que j'avais dit. Parce qu'elle a parlé d'abord du sport, alors qu'il faut faire attention au fait que Marlène est une athlète de haut niveau. Mais les sportifs universitaires lambda, ils commencent le sport, ils commencent à le vivre, et puis ensuite, s'ils ont des aptitudes, ils vont évoluer vers le sport, car ce ne sont pas tous des futurs champions du monde universitaire ou médaillés olympiques. Alors, c'est intéressant de voir les deux positions, puisque Marlène a dit, d'abord, je pensais au sport. Donc vous, Président, en fait, à la FISU, à la Fédération internationale, on s'occupe de tous les sportifs qui font des études, qu'ils soient de haut niveau ou pas. Mais pas seulement du sport, c'est le sport et l'éducation. La FISU est intéressée par l'aspect éducatif. Pour citer, je vais vous donner une citation, parce que bon, je suis un professeur, donc les professeurs, ça cite. Dans notre vision, le but, c'est le chemin. Ça veut dire que ce n'est pas tellement le résultat, la médaille qui va compter, que tous les efforts qu'on a faits, tout ce qu'on a appris, pour arriver jusqu'au niveau de la médaille. Après, à un centième de seconde près ou à un demi-kilo près, ça n'a plus beaucoup d'importance. Pour moi et pour la FISU, le sport, ça fait partie de l'éducation. L'éducation prend en compte le sport et tout ça, c'est aussi de la culture. Voilà. Vous, Marlène, vous pourriez vivre de votre sport? Vous en vivez?
On reste un sport amateur. On est olympique, certes, mais c'est très difficile de vivre du sport. Anne-Caroline Graff disait que médaillée d'argent de plus de 67 au JO, qu'elle commençait à en vivoter, qu'elle en vivotait. Elle en vit parce qu'elle a signé un partenariat avec la police nationale et elle a un contrat d'image. Mais c'est vrai que pour ma médaille de bronze aux Jeux Olympiques, j'ai perçu 13 000 € de l'État. Voilà, on vit avec des sommes, mais c'est très irrégulier comme revenu, donc on en vit modestement. Après, le sport de haut niveau, ça dure qu'un temps. Ça dure qu'un temps. Et pour moi, j'envisage d'aller jusqu'aux Jeux de Rio en 2016. Maintenant, après, j'ai une vie et j'ai d'autres objectifs. Et je pense que c'est important d'avoir des objectifs à la fois sportifs, mais aussi scolaires, professionnels, et de s'épanouir à plusieurs niveaux. D'où le double projet et d'où l'importance pour moi de pratiquer les deux à très haut niveau. Pourquoi pas? Et c'est ce qu'on ne fait pas partout. Un dernier mot, et puis après on va parler des universiades. Mais quelle évolution extraordinaire. Marlène nous dit, notre sport est amateur, bien qu'il soit olympique. Or, très longtemps, les Jeux Olympiques ont été le synonyme d'un amateurisme pur et dur. Quelle évolution que celle du sport. Oui, parce que justement, on dit que le sport, je sais pas, on ne va pas se faire taper sur les doigts, mais si on dit que le sport professionnel a sa compétition, les JO, on n'est pas dans le faux. On est plutôt dans le vrai quand même. Il a plusieurs compétitions. Hein. Bon, en tout cas, on peut dire ça. On peut dire aussi que le sport universitaire a ses jeux. Donc, on en parlait. Ce sont les universiades. Tout en rappelant quand même que le calendrier du sport étudiant ne se limite pas qu'à ces universiades. Nous, on a choisi de s'intéresser à ces universiades. On vous a préparé un tableau comparatif des différentes éditions en termes de nombre de participants, pays et athlètes. Vous allez voir ça. Le constat est quand même assez net. Regardez, donc on démarre en 1959, on a sauté d'année en année pour aller en 89, et puis en 2003. Et regardez Shenzhen, ça c'était en 2011. Président, le constat c'est que vos universiades, ça fait un carton. Ça fait un carton, oui. J'aimerais bien que la croissance marque un plateau. Il y a déjà... Pourquoi ça serait trop? On saturerait. On ne peut pas tout gérer. Il faut voir qu'on va avoir maintenant plus de sport à Kazan, je crois, qu'aux Jeux Olympiques. On va avoir autant de compétiteurs pratiquement qu'aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est bien raisonnable? On a notre tableau quasiment, plus. Oui. Est-ce que c'est bien raisonnable? Je n'en suis pas absolument certain. C'est une question de sélection. Comment ça se passe? S'il y a autant d'athlètes qui partent? C'est un choix. C'est un choix de la FISU, c'est-à-dire on travaille d'une façon très démocratique. Et par exemple, on peut avoir envie de choisir des sports pour les lancer. On peut avoir envie de supprimer des sports parce qu'ils ont une vie par ailleurs qui ne correspond plus tellement à la démarche des étudiants. Donc il faut tenir compte de tout cela. Puis surtout, il ne faut pas avoir la grosse tête. On n'est pas là pour concurrencer d'autres événements sportifs. On est là pour essayer de gérer ce que nous savons faire. Je crois que tous les organisateurs ont tendance à faire de la surenchère. Et en particulier, ce que je remarque dans les universiades, c'est que s'augmente constamment le nombre des options. C'est-à-dire que maintenant, on a des sports, on va préciser pour les 13 sports qui sont classiques et qui sont au programme des universiades. Et puis, chacun ajoute. Alors, pour les uns, ça a été l'aérobics, ça a été le golf. Maintenant, à Kazan, il va y avoir du sambo. C'est une lutte particulièrement russe. La lutte va sans doute disparaître. Il va y avoir du rugby à 7 avant même le programme des Jeux Olympiques, qui est en 2016 à Rio. Ah ben bien sûr, l'universiade est un laboratoire d'essai et a souvent, maintenant, c'est ça qui est très intéressant, montré la voie au Comité international olympique, ouvert des directions. Et comment on explique, quand on voit ces chiffres, que ce soit finalement si peu connu? Vous parlez des Jeux olympiques, tout le monde connaît. Les universiades, ça reste quand même dans un petit milieu. C'est quoi? C'est un manque de diffusion? Les médias s'y intéressent moins? C'est parce que 10 000 personnes dans une ville, 10 000 jeunes, bon, ça devrait faire parler de... D'abord, on en parle sur place, déjà. Ensuite, ça n'est pas un sport... commercial, non pas qu'il y ait quoi que ce soit de désavantageux à faire du sport avec une référence au commerce, mais pour l'instant, non. On n'a pas eu ce but primordial, ça reste éducatif. Alors maintenant, on arrive à une dimension où, manifestement, on va être obligé de changer de vitesse. Mais ce n'est pas vraiment notre objectif initial. Puis je voudrais vous rappeler aussi une autre chose, c'est que les universiades, c'est tous les 2 ans. C'est 2 fois plus que les Jeux Olympiques. Donc, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes besoins, ni les mêmes moyens. Moi, je pense, Président, quand même, un jour, il vous faudra
avoir des critères de sélection, parce qu'on voit que les minima olympiques pour les Jeux de Londres, dans certaines disciplines, et même dans les sélections individuelles, dans les sports de combat, il y a des tournois de qualification. C'est difficile d'aller aux Jeux pour une Française, par exemple, même en taekwondo. Et il faudra envisager pour ces Jeux universitaires un jour un barème de sélection. Parce que si vous ouvrez les portes à tous les pays, toutes les universités, au prétexte que c'est un sport amateur, finalement on est moins pro qu'aux Jeux Olympiques, vous aurez 10 000 athlètes, ce qui est considérable pour une organisation d'abord, et puis pour une fédération comme la vôtre. C'est vrai, je crois quand même que nous poursuivons ce qui était le cas pour les Jeux Olympiques, c'était la plus grande ouverture, tout le monde participe. Alors bien entendu, il y a des sélections, il y a des sélections en particulier pour les sports d'équipe, parce qu'on ne pourrait pas gérer. Mais le fait que ce soit ouvert, même à des gens qui n'ont pas le très très haut niveau international, mais qui chez eux sont l'expression d'une fierté nationale ou d'une fierté de leur université, je trouve que c'est très, très important. Si on peut le garder avec toutes les précautions possibles, je souhaiterais qu'on puisse le garder. Ce que n'a pas fait le Comité international olympique avec les Jeux olympiques. C'est relatif aussi, parce que par exemple, en taekwondo, il y a 16 catégories, donc 8 catégories hommes, 8 catégories femmes qui sont représentées aux universiades. Et la FFSU a un quota de 3 ou 4 garçons et 3 ou 4 filles environ. Donc il y a quand même déjà des sélections et c'est quand même assez restreint au niveau de la participation. Mais on reviendra sur ce problème entre guillemets de sélection. Je voudrais qu'on s'intéresse à Kazan maintenant, où auront lieu donc les prochaines universiades. Ce sera en Russie au mois de juillet. La Russie qui accueillera également les JO d'hiver à Sotchi, ça on le sait, c'est en 2014. Il y aura également les championnats du monde d'athlétisme, ça sera au mois d'août à Moscou. Bref, la Russie, pays de sport, c'est en tout cas plutôt vrai pour Kazan, comme nous l'explique Clémentine Sarlat. Le Rubin Kazan, l'Unix Kazan ou le Zénith Kazan sont les meilleurs ambassadeurs de la capitale du Tartastan. Depuis quelques années, leur notoriété n'a cessé de grandir en Europe. 2 fois champion du monde, Alexei Morozov a joué 7 ans en NHL avant de revenir à Kazan. Kazan est la capitale sportive de la Russie. Que ce soit en hockey, en football, en basket ou en volley, tous les champions sont de Kazan. La ville et l'État mettent tout en œuvre pour développer le sport de différentes manières. Le club de volley de Kazan a gagné la Ligue des Champions pour la 2e fois l'année dernière. Les femmes du Dynamo Kazan, elles sont doubles championnes de Russie et ont atteint les finales européennes l'année dernière. Les 2 clubs ont été fondés dans les années 2000. À Londres, aux Jeux Olympiques, 5 joueurs du Zénith Kazan ont remporté la médaille d'or après leur succès face au Brésil en finale. Le développement du sport est une des thématiques les plus importantes à Kazan. Tous les athlètes de la ville prennent part à différentes compétitions et gagnent beaucoup de médailles. Notre ville a un héritage sportif remarquable. Le club de foot du Rubin Kazan est peut-être le club de la ville le plus connu en Europe. Champion de Russie pour la première fois en 2008, ils ont impressionné en battant le FC Barcelone 2-1 au Camp Nou. À l'inverse du Spartak ou du CSKA, Kazan est encore novice au niveau européen. Le club commence tout juste à jouer au niveau européen. Ça veut dire que nous sommes en train de gagner de l'expérience petit à petit en jouant les matchs importants. Ça veut dire que les joueurs commencent à former une équipe solide. Et je suis convaincu que d'ici 2-3 ans, le Rubin Kazan continuera à améliorer tranquillement son classement européen. Et je pense que dans les années à venir, Kazan et bien d'autres clubs russes seront capables de se battre pour atteindre leurs objectifs en Europe. Kazan a déjà le top niveau en termes d'athlètes et d'équipes. Les universiades permettront certainement une continuité de la politique du gouvernement et renforceront les bases du sport dans la ville.
ne sais pas s'il faut renforcer les bases qui sont déjà solides par ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ces universiades, Kazan va s'offrir encore de très belles infrastructures. Le centre aquatique, notamment, est assez magique. On parlait des villes qui accueillent. Comment on sélectionne ces villes? Ça se passe comme pour les JO. Il y a un dossier, plusieurs villes candidates. Oui, avec un cahier des charges très précis, très lourd. Aussi lourd que celui des JO. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les villes candidates pour les universiades appartiennent à 3 catégories. Il y a celles qui peuvent pas espérer obtenir les Jeux Olympiques. Donc l'universiade est une alternative aux Jeux Olympiques. D'autres, c'est mettre le pied à l'étrier pour être candidat aux Jeux Olympiques. Ça a été le cas de Pékin en 2001. Regardez, je vous laisse parler, mais regardez l'animation qu'on a faite aussi sur les universiades d'été. On a choisi une sorte de... On voit un glissement vers l'Asie quand même assez net d'année en année sur les pays qui accueillent notamment les universiades. On est resté sur l'universiade d'été. Hein. C'est quoi? Ça correspond à ce que je vous disais. Il y a un glissement en fait vers les pays émergents qui ont de plus en plus de moyens. Alors ceux qui n'ont pas tout à fait les moyens, c'est une alternative aux Jeux Olympiques. Ceux qui se sentent prêts à être candidats aux Jeux Olympiques, ils se préparent aux Jeux Olympiques en prenant l'universiade pour montrer qu'ils sont capables de le faire. Et puis vous allez voir que bientôt, il y aura des pays qui, ayant eu les Jeux Olympiques, qui ont de superbes installations, veulent les prolonger. Et les universiades, c'est pas mal. Voilà. On n'aura plus d'universiade en Europe, le vieux continent, la vieille Europe, Paris. C'est évidemment une question, parce qu'au départ, l'histoire de la FISU est européenne. Et puis, à partir de 1963, l'universiade gagne le Brésil, et puis il y aura Tokyo en 1967, auquel Claude Gallien participait comme lanceur de marteau, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et puis, petit à petit, à partir de Buffalo 93, voilà les États-Unis dans le jeu. Et donc, on se demande si la vieille Europe aura encore les moyens de gagner lorsqu'elles sont candidates aux universiades. C'est une question. En tout cas, l'Europe a les moyens de se présenter pour les Jeux Olympiques. Londres, Paris ont voulu être... Enfin, Londres l'a eu, mais Paris a été candidat. Donc, on a quand même financièrement les moyens. Est-ce qu'on a moins envie parce que c'est plus jeune? Est-ce que vous le ressentez comme ça, la FISU, ou pas du tout? Non, pas du tout. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une plus grande flexibilité pour l'universiade que pour les Jeux Olympiques. Et par conséquent, rien n'empêche d'imaginer que des villes d'un pays européen soient candidates pour organiser une universiade. Je dis n'importe quoi, enfin pas tout à fait, mais ça pourrait être Lille et Bruxelles. Vous voyez, des choses comme ça. On a pour l'instant une intention de candidature pour les universiades de 2019, oui. de 2019. Oui. C'est bon. On revient à l'histoire. On va écrire l'histoire. Mais on a une candidature potentielle de la Hongrie, donc c'est pas du tout coupé. N'oubliez pas les universiades d'hiver. La prochaine aura lieu à Trentino, en Italie. Pourquoi aussi ça, on y revient, parce que Kazan, ils sont prêts à accueillir tout ce petit monde? Visiblement oui, parce que tout est à l'air assez... prêt, ce qui n'était pas le cas pour les prochaines universiades d'hiver, parce qu'on a dû demander finalement au Trentin de se tenir prêt, parce que non, mais vous savez, il y a quelque chose de merveilleux en Europe pour les universiades d'hiver, ça s'appelle les Alpes. Ah oui, mais on ne peut pas faire que dans les Alpes toujours. Non, mais enfin, c'est quand même ce qui a c'est le plus beau domaine skiable au monde, c'est pas faux. En tout cas, on va voir qu'à Kazan, tout est quasiment prêt. D'ailleurs, les répétitions pour la cérémonie d'ouverture se sont déroulées cette semaine. La flamme, elle continue sa route. Et les dernières infos du monde du sport universitaire, c'est avec François Delmotte. Le relais de la torche des universiades continue son périple à travers la Russie après avoir réalisé un tour du monde à bord du Sedov. Après avoir quitté Vladivostok fin janvier, la torche était à Khabarovsk début mars et elle se dirige maintenant vers Yakoutsk. Elle arrivera à Kazan le 6 juillet, visitera auparavant 30 grandes villes étudiantes russes ainsi que 44 municipalités de la République du Tatarstan. La cérémonie d'ouverture de Kazan 2013 se tiendra donc précisément 100 jours. La capitale du Tatarstan en est à présent au stade des derniers préparatifs. La semaine dernière a eu lieu la répétition de la cérémonie d'ouverture qui se tiendra dans le futur stade de football de 45 000 places. Autre site important, le palais aquatique qui accueillera les compétitions de natation et de plongeon est en phase d'achèvement. S'y dérouleront également les championnats du monde de natation en 2015.
L'ancien champion olympique et vainqueur des Universiades, Pietro Mennea, est décédé la semaine dernière à l'âge de 60 ans. Mennea avait remporté l'or sur 200 mètres aux Jeux olympiques de Moscou en 1980. Son record du monde de 19 secondes 72, établi à Mexico lors des Universiades 1979, a tenu pendant 17 ans avant d'être battu en 1996 par Michael Johnson. Mais il conserve encore aujourd'hui le chrono de référence européen sur la distance. L'Italien, qui avait obtenu son doctorat de sciences politiques 2 semaines avant les Jeux, avait participé à 5 Jeux olympiques entre 72 et 88 et disputé 4 finales consécutives du 200 mètres. Il a également été député européen entre 1999 et 2004. Une réaction sur Pietro Mennea? Oui, Pierre, vous l'avez vu Mennea, courir. que j'ai vu courir et qui était un athlète fin, contrairement, à part, j'allais dire, le maître, notre sprinter français, les coureurs de 100 mètres, 200 mètres, aujourd'hui, sont très musculeux. Et Pietro Mennea était un athlète très fin et très véloce. Et je crois que la vitesse était la principale qualité de cet athlète, contrairement à aujourd'hui où il y a vitesse plus puissance. Et on le reconnaît au doigt de Dieu. Voilà ce qu'il faisait quand il passait sa vie. C'était la flèche du Sud. Allez, on va tout de suite faire une petite pause et on se retrouve très vite avec Jean Dury, notamment, qui va nous parler histoire dans un instant. On va vous montrer des documents exceptionnels datant de 90 ans, du pur vintage. Restez avec nous, à tout de suite. U-Touch, it tells. T-Touch 2 Diamonds. Tactile technology. Tissot. De retour dans Campus avec nos consultants et notre invité, Jean-Luc Gallien, le président de la Fédération internationale du sport universitaire. Et on va maintenant s'intéresser à l'origine du sport étudiant. C'est Jean Dury qui nous retrace ses débuts. C'était exactement il y a 90 ans. Pourquoi avoir créé cet événement? Comment cela s'est-il organisé? Les réponses après le jingle. Alors la première date à connaître, Jean, c'est donc 1923, 90 ans avant Kazan. C'est en France que tout s'est décidé. Oui, Kazan, 90e anniversaire. En 1923, des Jeux universitaires mondiaux, c'est une curiosité. Et leur succès, un vrai succès, à Paris, va être dû à 2 hommes. L'un, c'est Jean Petitjean. C'est un Nivernais qui est devenu ingénieur chimiste en Lorraine en 1908. Il a découvert le sport au stade universitaire lorrain. Il vient à Paris, il rejoint le Paris Université Club cher à Galien. Et il en devient président en 1920. Le voici, Jean Petitjean, à l'époque. Alors, jeune, c'est un homme brûlé, il est tout feu, tout flamme. Et il a des démarches inlassablement au point d'arracher à la ville de Paris l'affectation très précaire d'un vaste terrain entre la porte de Charenton et la porte Dorée. Il arrive à trouver de l'argent, on ne sait pas par quel miracle, et effectivement, en quelques mois, surgit de terre le stade Jean Petitjean. C'est un stade avec une piste jaune de 500 mètres, ligne droite de 235 mètres carrés, et le stade sera rayé de la carte par l'exposition universelle de l'exposition coloniale de 1931. Mais le jour de gloire de ce stade, c'est le 6 mai. Et alors, ce jour-là, il y a les meilleurs des 10 pays participants. Mais 10 d'entre eux, pour 5 d'entre eux, c'était seulement un athlète qui les représentait. Et puis, il y avait des Italiens, des Belges et des Français. Le stade Jean Petitjean. Hein. Le stade Jean Petitjean. Et alors, ce jour-là, il y a l'autre figure phare de ces Jeux, c'est une étoile, on peut dire une étoile filante, c'est Charlie Paddock. Charlie Paddock, il est déjà légendaire, parce qu'il a été champion olympique à Anvers en 1920 sur 100 mètres, il est le recordman du monde en 10 secondes de 5e, et il y a ce bond par lequel il termine ses courses, il ne court pas, il saute pour casser le fil d'arrivée. Et alors, il est venu des États-Unis pour affirmer sa personnalité d'étudiant, alors que l'Amateur Athletic Union voulait lui mettre tous les bâtons dans les roues. Et il dit gentiment, j'ai fait 6000 miles pour courir 100 mètres. Il est au-dessus du lot et il fait parler des Jeux universitaires mondiaux dans tous les journaux. Et alors une fois cette inauguration et ces finales terminées, la joyeuse cohorte des étudiants envahit l'avenue Daumesnil, se propulse à Montmartre dans un charivari ahurissant et ça se terminera au petit matin par un bain collectif dans la fontaine Saint-Michel sous l'œil goguenard de la maréchaussée de l'époque. Pas mal, jolie histoire. Hein, et, on a vu les images de Charlie Paddock, justement immortalisées aussi dans le film Les chariots de feu. Vous parliez justement de ce discours. Voilà, vous nous avez très gentiment amené
un exemplaire du magazine, enfin du journal de l'époque, L'Auto, daté exactement du 28 avril 1923, et le quotidien sportif de l'époque. Dans ce quotidien, il écrit notamment Charlie Paddock: c'est un grand plaisir pour moi de revenir à Paris, car c'est là que j'ai couru ma première épreuve interscolaire en 1919, et c'est là que je disputerai ma dernière course interscolaire. Vous le disiez, 6000 milles pour courir 100 mètres, ça vaut le coup. Vive le PUC. Voilà, c'est pas mal. Regardez, voilà, ça c'est l'origine. C'était le Usain Bolt de l'époque. Bah oui, un peu moins, comment dire, c'était pas académique quand même, sa course. Un peu moins élancé. Ouais. On disait qu'il était trapu, un petit peu costaud. Et alors il est mort héroïquement en 1942 comme aviateur de l'armée américaine dans le conflit mondial. Très bien. Les gros plans maintenant sur un autre sportif qui a lui aussi marqué l'histoire du sport étudiant. Tous les mois, nous ouvrirons une page sur une édition des Universiades qui a vu l'exploit d'un athlète. Ce mois-ci, il s'agit de Sergueï Lebed, l'Ukrainien spécialiste du fond et notamment du cross-country. Il a explosé tous les records à presque 30 ans. François Delmotte. Retour sur l'édition 2003 des Universiades disputée à Daegu en Corée et marquée par la performance du spécialiste du 5000 mètres, l'Ukrainien Sergueï Lebed. Champion d'Europe de cross-country à 9 reprises, Lebed a réussi un véritable exploit en s'offrant un 3e titre consécutif dans les Universiades. Il n'est que le 4e homme à réaliser cette performance en athlétisme, après Ovanessian en saut en longueur, Zeilbauer en décathlon et Badjula en saut à la perche. Sergueï Lebed n'est pas un spécialiste de la piste et préfère les courses de cross-country, mais en 99, il prend le départ de l'épreuve et s'impose sur le 5000 mètres à Palma de Mallorca en 13 minutes 37 secondes et 52 centièmes, établissant au passage le record des Universiades sur la distance. À Pékin en 2001, Lebed revient sur la piste après une décevante 7e place aux Jeux Olympiques de Sydney. À l'issue d'une formidable accélération dans le dernier tour, il devance le Russe Mikhail Yeguinov et le Suisse Christian Bels. Enfin, à Daegu, en 2003, l'Ukrainien s'impose avec plus de 2 secondes d'avance sur l'Allemand Jan Fitchen et le Marocain Hicham Bellani. À 28 ans, l'étudiant de l'Université nationale de Dnipropetrovsk disputait ses dernières Universiades en entrant dans l'histoire du sport universitaire. Sacré parcours, drôle de parcours plutôt, on va dire. Pierre, il a enchaîné les titres européens, puis il n'a rien fait en championnat du monde. Oui, mais curieusement, Lebed, c'est Lebed, c'est le mot russe. Lebed en ukrainien et Lebed en russe. Et alors, c'est un garçon, effectivement, qui a dominé le cross européen pendant 10 ans, c'est exceptionnel. Et il n'était pas très bon sur la piste. Il a fait que 7e au Jeu de Sydney sur 5000 mètres. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi, parce que un crossman qui était très bon sur 10 000 pouvait l'être également sur 5000, mais il n'arrivait jamais tactiquement à sortir dans le dernier tour. Vous savez, les courses tactiques sur le fond et même le demi-fond sont irrémédiables pour celui qui ne connaît pas le placement qu'il faut je veux dire, au dernier virage. Bon, Lebed n'a jamais pu monter sur le podium des Jeux Olympiques ou d'un championnat du monde d'athlétisme. En revanche, crossman exceptionnel et surtout 3 médailles d'or aux Universiades, ce qui est, je veux dire, c'est tous les 2 ans, ça fait 6 ans de suite, une domination totale. Il est resté très longtemps universitaire lui aussi. Marlène, ça vous fait rêver Vous n'avez pas un palmarès un peu plus conséquent, vous? Ça vous ferait rêver comme ça d'enchaîner les médailles? Les Universiades. Ouais. Déjà, je pense que ma médaille d'or aux Universiades à Shenzhen m'a permis de construire ma médaille olympique 1 an plus tard à Londres, parce que les Universiades, c'est une expérience incroyable en termes d'organisation, en termes d'événements. On a moins de pression, on le gère plus facilement? C'est une répétition générale des Jeux Olympiques au final. C'est exactement ça. Mais on le prend tout aussi sérieusement. On le prend tout aussi sérieusement. Pour moi, en tout cas dans la culture de mon sport, l'Universiade est la 2e compétition multisport après les Jeux et ça occupe une très grande importance. Et donc j'étais sur un tableau de 16 filles comme aux Jeux. J'étais dans un village de 10 000 athlètes comme les Jeux Olympiques. Il y avait énormément de parallèles avec les Jeux. Donc, mais l'ambiance est plus décontractée? L'ambiance est plus décontractée, mais aussi on retrouve les valeurs bleues, l'esprit bleu, l'équipe de France au sens large. Donc c'est vraiment agréable et c'est une super première expérience. J'ai une question à poser à Marlène qui m'intrigue parce que très modestement, elle ne parle pas de sa médaille de bronze 2 ans auparavant à l'Universiade de Belgrade. Et là, elle était dans la catégorie des moins 63 kilos.
Alors qu'à Shenzhen et aux Jeux, elle a été dans la catégorie des moins 57 kilos. Or, d'habitude, les sportifs et les sportives, ils montent de catégorie parce qu'ils font de la musculation, le poids augmente. Est-ce qu'elle peut expliquer l'inverse? En fait, ça a été un choix que j'ai fait avec mon entraîneur de descendre de catégorie de poids pour me positionner aux Jeux Olympiques dans la catégorie des moins de 57. Et pour le coup, les Universiades, ça m'a vraiment permis de me régler dans la catégorie. Donc quand j'arrive aux Universiades et qu'en finale, en Chine, je bats la Chinoise 4-0, qui était double championne du monde en titre, qui était une de mes plus sérieuses concurrentes pour les Jeux Olympiques, c'est là où vraiment on a pu valider le choix de se positionner en moins de 57 kilos pour les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que ça m'a permis d'avoir des repères à tous les niveaux. Alors on parle avec Liebed du passé des Universiades, on va parler de l'avenir maintenant. Dans cette émission, on a choisi de vous présenter 4 athlètes qui participeront aux Universiades de Kazan. Et tous les mois dans Campus, nous vous donnerons de leurs nouvelles, nous allons les suivre dans leur préparation, dans leur quotidien, avec ses hauts et ses bas, et avec un coup de projecteur spécial sur l'un d'entre eux. Mais d'abord, les présentations officielles. Regardez. Le nageur australien David McKeown a remporté la médaille d'or sur 400 mètres nage libre lors des Universiades de Shenzhen. L'an passé, il est devenu champion d'Australie sur la distance. Il étudie la santé publique à l'université de Wollongong. Wojciech Skudlarczyk est polonais, il est âgé de 27 ans et pratique le badminton en double mixte et double messieurs. Il a remporté la médaille de bronze lors des championnats du monde universitaire en 2010 et 2012. Il étudie le management à l'université Adam Mickiewicz à Poznan. Yulia Zaripova est championne olympique et championne du monde du 3000 mètres steeple. Après son succès à Daegu et Londres, elle participera chez elle à Kazan aux Universiades d'été 2013 avec une motivation toute particulière. Elle a en effet étudié à l'Université fédérale de Kazan. Enfin, O'Dane Richards est un athlète jamaïcain spécialiste du lancer de poids. Il a remporté l'or à Shenzhen avec un lancer à 19,93 m. Il étudie dans la célèbre Université de technologie de Jamaïque. Voilà la Campus Team, comme on l'appelle. Et ce mois-ci, c'est le nageur australien David McKeown que nous avons suivi. Il nous parle de ses ambitions, de ses journées qui sont plus rythmées par le sport que par les études. Vous allez voir, c'est un reportage signé Brian Baker, Alastair Besant, au commentaire Clémentine Sarlat. Quand je suis allé à Shenzhen, c'était ma première compétition internationale pour l'Australie. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre en termes de concurrence, mais je savais quel style de village et de style de vie c'était, parce que mes parents étaient déjà allés aux Universiades. David McKeown a en effet suivi les traces de ses parents, participant en 1980 aux Universiades de Bucarest. À Shenzhen, face aux meilleurs mondiaux, il s'impose devant l'Américain Michael Clou pour 6 centièmes de seconde. Il remporte ensuite en 2012 le titre national sur 400 mètres nage libre et se qualifie pour les Jeux Olympiques de Londres. Étudiant en santé publique à l'université de Wollongong en Nouvelle-Galles du Sud, qui compte plus de 30 000 étudiants dont plus d'un tiers d'internationaux, il bénéficie d'un environnement idéal pour progresser, s'entraîner et bien sûr étudier, avec l'atout d'avoir son père comme entraîneur. L'université m'a beaucoup aidé. Je suis une scolarité ici. C'est très pratique pour m'entraîner en salle et en bassin. J'ai libre accès à la salle de musculation et ils me donnent une certaine somme d'argent chaque semestre. Chaque semaine, je fais 10 séances de natation de 2 heures et ensuite 2 séances d'1 heure. Et j'ai aussi 3 séances de gymnastique. Je vais à l'université tous les lundis et mercredis pendant 2 heures. Je pense vraiment que le fait de continuer mes études me fait évoluer dans un monde différent, parce que je ne veux pas tout le temps être autour du bassin. Je pense que ça me perturberait psychologiquement si je devais être exclusivement concentré sur la natation. J'ai d'autres choses à penser, je ne pense pas qu'à l'entraînement. Je fais en sorte qu'il y ait un avenir pour moi après ma carrière de nageur. 2 ans après sa médaille d'or à Shenzhen, David McKeown pense à 2013 et à la suite avec beaucoup d'ambition. Kazan est un de mes objectifs cette saison.
Mais il y a aussi les championnats du monde de natation cette année, ce qui constitue l'objectif ultime pour tout nageur. Il se déroule en Espagne, à Barcelone. J'espère qu'avant ça, les universiades me serviront d'échauffement pour ces mondiaux où se retrouveront tous les meilleurs, l'élite mondiale de ce sport. Après Kazan et les mondiaux, McKeown a déjà en ligne de mire les Jeux Olympiques de Rio. En 2016, il n'aura encore que 23 ans. Président, quand vous entendez cet athlète parler, ça vous désole ou pas? Je travaille à l'université 2 heures par jour, le lundi et le mercredi seulement. 4 heures d'études par semaine. Il est sûrement très bon. Sans doute. Non, mais c'est quelque chose de logique. C'est pas... On ne fonctionne pas pareil dans toutes les universités. C'est difficile en France de faire ça. Je prends l'exemple de Clément Lefebvre. Clément Lefebvre, il a été champion olympique et puis il décide d'arrêter sa carrière parce qu'il n'y arrive plus, tout simplement. Il est allé à UCLA, il fait des études d'économie, il est à l'EDEC de Nice maintenant, il n'y arrive pas. Bon, chacun son choix de carrière, d'études, mais moi je crois qu'on peut y arriver. Oui, mais il y a des sports plus exigeants, Président. Parce que la natation, c'est quand même lever à 5 h du matin, des longueurs jusqu'à 9 h, et ensuite aller faire des études sans récupérer de cet entraînement quotidien. Je crois que c'est plus dur que l'escrime, par exemple. Je sais pas, faudrait parler de ça aux escrimeurs. Je vous le dis. Mais même... Après, chaque sport a sa particularité. Par exemple, moi, je suis dans un sport où j'ai besoin d'un partenaire pour m'entraîner. Oui, donc aussi. Forcément, je suis obligée d'être à l'INSEP et ensuite adapter Comment ça se passe vos journées, par exemple? Vous levez à quelle heure? C'est quoi l'amplitude de la journée? En fait, donc à l'INSEP, on est scolarisé sur le site, sur le campus. Donc on a de 8 h à 10 h, on est en cours. Ensuite, on enchaîne 10h30, 13 h entraînement. On reprend les cours 14 à 16 et ensuite derrière, de 17 h à 19 h, on est à l'entraînement. Donc c'est des journées qui sont très rythmées. Il n'y a pas de toutes les formations à l'INSEP non plus. Il n'y a pas toutes les formations qui sont proposées sur le site. Management dans le sport, il y a toutes les filières sportives, STAPS, BPGEPS et ensuite il y a TechDeco et Sportcom qui est... Ça, Président, c'est un axe que vous essayez peut-être de développer à la FISU ou pas du tout? Essayer de pouvoir apporter encore plus de possibilités d'études aux étudiants? Oui, bien, plus de possibilités d'aménagement des horaires? On va créer des centres internationaux, par exemple à Kazan. Il y a une université internationale pour les sportifs qui est en cours de formation. Et en France, comment ça se passe? En France, il y a justement cette structure de l'INSEP. Il y a l'INSEP et à Nanterre également. Il y a une université qui est très intéressante à suivre. Je vous invite d'ailleurs dans le prochain magazine peut-être à avoir un éclairage sur cette université parce qu'il y a une pratique sportive intense. Et je crois que l'université de Nanterre, c'est quand même une renommée aussi. En tout cas, la filière française, elle est caractéristique. Il y a d'abord des sections sport-études, ça c'est dans les lycées. Puis ensuite, il y a des pôles espoirs, il y a des pôles de compétitivité. L'INSEP, c'est le sommet. Mais moi, la question que je me pose en voyant les horaires pas trop lourds des études du nageur australien, c'est quel est le taux des études des athlètes américains et des basketteurs américains. Alors vous lancez parfaitement. Alors c'est parfaitement le débat qu'on va suivre dans un instant. Clémentine Sarlat d'ailleurs va nous rejoindre pour parler d'une icône du basket. Et ensuite, on va enchaîner sur ce thème-là, la différence entre le sport universitaire aux États-Unis. On passera de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Vous le savez déjà, c'est pas de toute façon considéré pareil. Là-bas, la différence, c'est qu'on parle en millions de dollars et en millions de téléspectateurs. C'est tout autre chose et ce sera après la pub. À tout de suite. Suite et fin de campus, nous sommes toujours avec le président de la Fédération internationale du sport universitaire, Claude-Louis Gallien qui est avec nous, Marlène Arnois également. Nous avons Jean Dury et Pierre Fula qui n'ont pas bougé. Et entre vous, messieurs, on vous a rajouté Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour. Clémentine Sarlat qui nous rejoint. Avec vous, tous les mois, on va revenir sur une légende du sport qui est passée par le sport universitaire. Alors, étudiant émérite et sportif talentueux. C'est la tête et les jambes. Et il y en a pas mal. Vous avez choisi qui ce mois-ci? Alors, si je vous dis Lituanie, est-ce que vous avez une petite idée? Peut-être. J'en vois un. Alors, il y en a un, effectivement, et il s'appelle Arvydas Sabonis. C'est une légende du basketball des années 90, l'un des meilleurs Européens de tous les temps. Et
palmarès forcément impressionnant, champion olympique en 88 à Séoul, champion du monde, champion d'Europe et bien sûr médaillé d'or aux Universiades de Kobe en 1985. Et si je vous parle de basketteur, forcément je vous parle de NBA. Il a été drafté par Portland et il a joué 7 saisons au plus haut niveau aux États-Unis. C'est un personnage hors norme qui parle 5 langues différentes et qui est resté très attaché à l'éducation des plus jeunes. Je vous propose de découvrir ce que Arvydas Sabonis est devenu. Connu pour ses superbes passes, Arvydas Sabonis, athlète complet, mesure plus de 2,20 m. Avec un gabarit hors norme et de solides statistiques, Sabonis a tout gagné. Dans un contexte politique tendu, Arvydas joue d'abord pour l'ex-URSS, puis pour la Lituanie. En 1985, lors des Universiades de Kobe, c'est sous le maillot soviétique qu'il remporte le Graal suprême face aux Américains. Des souvenirs au goût particulier pour ces jeunes joueurs. C'était une expérience vraiment géniale. On était libre. On vivait sur un campus, un village universitaire. Et vivre comme des étudiants était vraiment marrant, parce que tous les jours, il se passait quelque chose. Par exemple, on avait l'habitude de jeter des préservatifs remplis d'eau sur les gars de la sécurité. Mais on a également découvert comment faire du vélo, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. C'était un peu dangereux quand j'y repense, on aurait pu se blesser. Désormais, la philosophie de cet ancien joueur retiré des parquets depuis 2005 est de combiner études et sport au plus haut niveau. À Kaunas, sa ville natale et ville universitaire par excellence, Arvydas tente d'éduquer les plus jeunes, notamment grâce à son académie, la Sabonis Basket Club. Pour lui, étudier reste une priorité. Si tu as la chance d'étudier, il faut étudier. Vous savez, quand je jouais, il y avait très peu de personnes qui pouvaient quitter l'Union soviétique et voir le monde. Alors qu'aujourd'hui, cette situation n'existe plus et on peut facilement voyager partout. Donc c'est obligatoire maintenant d'apprendre d'autres langues et d'étudier. Après une telle carrière, ce géant très technique ne fait aucune distinction entre ses différentes victoires. Pour moi, un bon souvenir, c'est quand tu gagnes quelque chose. C'est la même chose quand on gagne l'or au JO de Séoul avec l'URSS ou quand on décroche le bronze à Barcelone avec la Lituanie. Parce que c'était la première fois que l'on jouait pour ce pays et en plus on gagnait. Et on a gagné beaucoup de choses. Aujourd'hui président de la fédération de basketball de son pays, Sabonis continue de jouer un rôle majeur dans ce sport, avec l'espoir de sortir une nouvelle pépite lituanienne. Ouais, c'est sûr, quand on fait 2,11 m, c'est compliqué de rentrer dans un ascenseur comme ça. Puis on n'a jamais aussi bien compris le lituanien, c'est très bien. Sortir une pépite comme ça du basket lituanien, est-ce qu'aujourd'hui encore on peut réussir en basket sans passer par une université américaine ? Alors, l'exemple est bon parce que Arvydas Sabonis, lui, n'est pas passé par le championnat américain universitaire, c'est la NCAA. Lui, il a fait ses armes en Lituanie et il a été drafté plus tard par la NBA. On l'a dit dans le reportage, il a été champion des Universiades à Kobe en 85 et c'était face aux Américains, donc c'était une bonne leçon pour eux. Et lui, il a eu un parcours particulier parce qu'il a été recruté premièrement en 85, mais il avait 21 ans et à l'époque, c'était trop vieux. Ce qui peut paraître assez paradoxal, puisqu'aujourd'hui, on vient chercher des jeunes de 17-18 ans en NBA, notamment en France. Et il a été drafté une deuxième fois l'année d'après par Portland en 86, sauf que là, eh bien, on était en pleine guerre froide, sur la fin, et l'URSS a refusé qu'il aille jouer aux États-Unis. C'est pour ça qu'il est arrivé que dans les années 90 en NBA. Du coup, il était un peu trop vieux pour passer par le système universitaire américain. Mais Arvydas Sabonis, il a quand même gardé un souvenir assez particulier de ces années-là aux États-Unis, puisqu'il a ramené, on l'a vu dans le reportage, eh bien, ce concept d'académie du basket. Lui, il propose à des jeunes Lituaniens, notamment à Kaunas, d'intégrer cette académie jusqu'à leurs 18 ans, et toutes les écoles alentours eh bien, s'arrachent ces joueurs. Il les prépare en fait à pouvoir entrer à l'université. On l'a vu, c'est reste très important pour lui, un corps bien fait dans un esprit sain.
Un mélange de Montaigne et de Rabelais, donc. Oui, alors le problème, c'est que c'est l'exemple lituanien qui est une très grande nation du basket, ça c'est sûr. En France, on en est encore loin. Je dis ça parce que je vais vous montrer quelques chiffres qui sont assez probants et impressionnants. On est en pleine marche Madness aux États-Unis, comprenez, c'est la folie de mars où c'est le moment des finales de basket universitaire qui se tiennent et qui sont notamment diffusées sur des chaînes américaines. Et vous allez vite le comprendre, je vais vous montrer ces quelques chiffres. Regardez avec moi. Non, vous ne rêvez pas, les chaînes de télé CBS et Turner Broadcasting ont payé quasiment 1 milliard d'euros l'année pour retransmettre la compétition, dont la finale, ce sera le 8 avril. On est au-dessus de la NBA. La NBA, c'est 720 millions d'euros en droits télé, vous le voyez à l'écran. Et dans le championnat pro américain, eh bien, les télés pensent que ça vaut moins cher que le championnat américain universitaire. La France, c'est assez probant la différence puisque le championnat universitaire français n'est pas retransmis à la télé. La Pro A, elle, c'est 4 millions d'euros l'année, alors qu'on est dans les centaines de millions d'euros chez les Américains. Alors, Président, il y a une question qui me vient. Est-ce que, quand vous voyez ces chiffres, est-ce que pour vous, c'est une dérive ou c'est une aubaine pour le sport universitaire ? C'est ni une dérive ni une aubaine, c'est un sport universitaire différent d'une autre, qui s'est fondé sur d'autres bases, qui sont des bases commerciales dès le début, et ça c'était même avant la Première Guerre mondiale. Donc ils ont une évolution normale pour eux. Mais, je peux vous dire une chose, ils ont quand même jeté un coup d'œil sur Shenzhen, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas du tout les meilleurs en sport universitaire au niveau international, et à Kazan, ils vont envoyer une très bonne équipe. Combien de personnes? Parce que c'est vrai, ils étaient très très représentatifs, les Américains. On disait que ce n'était pas une super délégation, en fait, aux universiades. Ils ont négligé le sport universitaire international jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que ça a un gros impact. Donc là, je crois qu'ils sont 5e nation à Kazan, à Shenzhen, ce qui n'est pas tout à fait normal lorsqu'on voit le potentiel américain. Ils ont d'autres ambitions pour Kazan. Il va y avoir quand même une délégation qui est prévue à 450. Une opération plus politique, on va dire. Oui, un détail, c'est aux États-Unis, en 1891, à Springfield, qu'un Canadien, James Naismith, invente le basket. Et puis très vite, ce qui va se passer aux États-Unis, c'est que pour les universités, les succès du sport vont être une carte de visite pour obtenir des mécénats. On parle de l'université, il y a déjà des cheerleaders, des pom-pom girls, on dirait aujourd'hui. L'équipe, c'est la vitrine de l'université. C'est la vitrine de l'université, et donc là, le sport universitaire américain prend tout à fait un autre registre. Et alors c'est amusant, comme un romancier de l'entre-deux-guerres, Georges Duhamel, dans ses scènes de la vie future, il découvre ce nouveau temple. Sont-ils 40 000 ? Sont-ils 50 000 spectateurs ? L'université de la ville a défié l'université de l'autre État. Et alors on en arrive aux chiffres ahurissants qui nous sont cités à l'instant. Ça vous semble aberrant, ces chiffres-là, ou pas? Non, finalement, pas du ça fait vivre je crois que le sport représente aussi une société. C'est le reflet d'une société. C'est le reflet d'une société libérale, capitaliste, américaine. Et c'est pas aberrant, c'est normal. Vous n'avez pas peur justement qu'il y ait une fuite, on parle de fuite des cerveaux, mais là c'est la fuite des athlètes. Par exemple dans le championnat de basket américain, en 2009-2010, il y avait quand même 20 basketteurs français qui sont venus étudier aux États-Unis. On a vu Joachim Noah, c'est un des bons exemples. Ok, il est franco-américain, mais lui, il a été drafté directement de l'Université de Floride. On perd un peu aussi de nos athlètes, non? Moi, personnellement, je serais athlète de haut niveau, ça me ferait rêver d'aller étudier à UCLA. Alors, en plus, non, mais alors on va dire, Clémentine ne dit pas ce qu'elle a fait. Elle a fait du sport à un niveau plutôt correct. Vous avez fait d'ailleurs comme monsieur, lancer le marteau à une certaine période, vous voyez. Et vous êtes allé étudier à l'université aux États-Unis. Vous êtes revenu après. Mais là, aujourd'hui, on vous propose de repartir. Si j'étais athlète de haut niveau, évidemment, les structures ne sont pas les mêmes. Non, mais c'est ce qu'a fait Jacques Cambrai. Il est parti faire ses études aux États-Unis, il est revenu gagner des médailles en France, et puis il a fait sa vie en France. Et il y a tellement de chercheurs, d'universitaires, qui ne sont pas des sportifs, et qui vont aussi dans le monde entier, et même qui viennent du monde entier en France. Ça, c'est l'échange normal. Sauf que vous êtes bien d'accord que cet échange sportif, il n'est pas dans le sens de la France. C'est les Français qui vont étudier aux États-Unis. Ils ne vont pas étudier aux États-Unis, ils vont faire du sport aux États-Unis. Les universités américaines sont quand même plus performantes en termes sportifs que les universités françaises. C'est vrai, oui. Voilà. Mais même européennes, on peut dire, et même mondiales. Sauf que maintenant, ils ont envie de venir à Shenzhen, parce qu'ils à Shenzhen et à Kazan, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a peut-être autre chose que leur modèle.
Et peut-être aussi que si à Kazan, on va insister sur le logo des universités, à Eurosport en particulier, c'est qu'on pense que le modèle américain n'est pas complètement mauvais et qu'on peut aussi essayer de jouer cette carte-là. Ça, c'est la mondialisation. Marlène, vous avez fait le chemin inverse. Vous êtes partie au Canada. Et vous êtes revenu en France. Pourquoi? Les structures étaient plus adaptées pour le taekwondo en France? C'était plus adapté et c'était aussi par rapport à la qualité des entraîneurs, des partenaires d'entraînement. Comme quoi on fait le chemin aussi dans l'autre sens. On peut faire le chemin aussi dans l'autre sens, mais c'est vrai qu'en Amérique, les infrastructures, les universités, c'est incroyable. C'est des stades, je crois, de 60-70 000 places. Oui, mais les universités sont payantes. On doit faire face aussi à deux systèmes totalement différents. C'est pour ça aussi que le service public en France. En France aussi, c'est payant. Mais pas, vous ne pouvez pas comparer des tarifs à l'université, vous payez peut-être 500 €. Là-bas, ce n'est pas les mêmes proportions, donc il n'y a pas les mêmes moyens. C'est le sport aussi intéressant aux États-Unis parce que c'est une des seules possibilités d'obtenir des bourses d'études pour intégrer les facs. Donc, ça, c'est un axe aussi de progression que vous cherchez, parce qu'en France, on s'aperçoit effectivement qu'il y a donc le CREPS, un petit peu avant, quand on est plus jeune, on fait sport-études, après il y a le CREPS éventuellement, et on s'aperçoit que pour les études supérieures, il y a l'INSEP, et puis il y a l'INSEP, quoi. Non, il y a Polytechnique. Non, il y a Sciences Po. Oui, mais il y a aussi des grandes écoles qui font l'ESSEC. Non, vous savez, ce n'est pas notre préoccupation à la FISU. Ça, ce que je voudrais faire personnellement, on a parlé tout à l'heure de sélection. C'est essayer d'amener sur des lieux continentaux des équipes ou des étudiants de différents pays, les réunir sur un lieu de stage avec des ateliers pour leur donner un sens international. Un sens international, une espèce d'appartenance à leur continent. Et à partir de là, on peut les sélectionner, et à partir de là, ils vont se frotter à d'autres. En fait, il ne faut pas essayer de reproduire des modèles anciens, il faut essayer d'inventer, d'innover quelque chose d'autre. Voilà une des idées. Oui, ce qu'il faut se dire, c'est que l'athlétisme, qui est tout de même le sport numéro 1 des Jeux Olympiques, qu'on le veuille ou non, eh bien, aux États-Unis, il ne vit que parce qu'il y a les infrastructures universitaires. Jesse Owens était un athlète universitaire. Les grands athlètes et les grandes compétitions sont organisées par les universités. Et ça nous amène vers le sport du très haut niveau. Le but des universités françaises n'est pas de former des sportifs de haut niveau. Et c'est tout le cœur du débat d'aujourd'hui. En France, c'est l'éducation. De Polytechnique ou de l'ESSEC ou de Sciences Po avec Teddy Riner notamment, c'est pas des lieux d'entraînement. Ce sont des lieux scolaires qui aménagent les horaires en fonction. Mais dans les lieux, reste quand même l'INSEP ou le CREPS qui ont cette vocation-là d'avoir les infrastructures sportives et scolaires. Alors on parle d'infrastructures, voilà. Là, on est à UCLA, on est vraiment dans des infrastructures. Mais on revient au problème de la culture. C'est une question de culture dans chaque pays. La France n'est pas un pays sportif. Et aux États-Unis, la Grande-Bretagne, ce sont des pays sportifs. Nous, on n'a pas du tout les structures prêtes à faire du sport de haut niveau. On est d'accord, Président, ou pas? Vous n'osez pas me le dire. Non, je vais vous dire une chose. J'avais en tête quelque chose. C'est l'équipe d'athlétisme de la Jamaïque à l'université de Shenzhen. Voilà. 10 médailles. Ouais. Ils ont une université qui est l'UTEC et ils n'ont pas envoyé leurs meilleurs. 10 médailles. Il ne faut pas oublier que le sport universitaire, à la limite, il naît en 1829 avec la première rencontre d'aviron d'Oxford et Cambridge sur la Tamise. 1829, donc une tradition anglo-saxonne du sport que nous n'avons pas encore tout à fait rattrapée. Mais bon, peut-être dans les années à venir, on verra, ça commence à progresser. En tout cas, la voie du sport français est originale. Ça, c'est bien vrai. Il faut commencer par le sport à l'école. Après, on dira, aux universités, on pratique le sport de haut niveau tout à fait naturellement. Mais ce n'est pas le cas en France. Bon, on va peut-être y venir. Voilà. On va réduire justement, vous ne pensez pas que c'est le problème? On est très suivi au collège-lycée, vous l'avez dit, il y a les sports-études, il y a des CREPS, il y a des encadrements faits, il y a des pôles, notamment les centres de formation de football. Et quand on arrive à l'université, on se retrouve un peu perdu. Il y a plus grand-chose si on ne va pas à l'INSEP. Il y a encore un peu le CREPS, mais on est très encadré au lycée et plus du tout à l'université. La réponse, c'est que dans les universités, il ne faut pas oublier qu'il y a des services d'éducation physique et sportive. Alors, ce n'est pas forcément le sport de haut niveau, mais c'est quand même le sport pour le plus grand nombre possible. Et alors, cela envoie des jeunes dans les associations sportives des mêmes universités qui vont dans les centres régionaux et qui poursuivent. On est quand même un pays avec pas tout à fait 67 millions d'habitants. Ce n'est pas un continent comme la Chine, comme l'Amérique du Nord,
comme le Brésil, comme d'autres. Après, je pense que c'est qu'une question de choix, parce qu'en France, arrivé à l'université, le sport, on est redirigé vers l'associatif et ça devient un loisir. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment une pratique du sport professionnel. On avance vers... Parce qu'en France, on n'a peut-être pas compris encore qu'on pouvait tout faire, vous le disiez, Président. On peut faire des études de haut niveau et faire du sport aussi de haut niveau. Je pensais que c'est une question physiologique, voilà, tout le monde ne pouvait pas, visiblement, mais bon, le sportif, vous le disiez, est un être à part. En tout cas, le champion. Il faut être des compétiteurs. Voilà. Merci en tout cas à tous les 5. Avant de se quitter, on a décidé aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des devoirs à l'université, de vous donner un petit peu de travail, non, en tout cas de vous donner quelques envies de lecture. Voilà, on a sélectionné 2 livres qu'on vous incite à découvrir. Voici le premier, on va le voir, mais je vous le montre ici. Il s'intitule Matteo. C'est un roman d'Antoine Bello que nous propose notre rédacteur en chef et que vous connaissez bien, Jean, puisque vous l'avez lu également. Ça raconte le parcours d'un prodige du football de 18 ans qui surprend tout son entourage et ses fans en s'inscrivant à la fac d'une petite ville où il vit avec sa maman dans le but de conquérir le titre universitaire que son papa entraîneur disparu prématurément était sur le point de remporter. Voilà, c'est une sorte de parabole sur la volonté, le mérite et l'utilisation que chacun de nous fait des talents qu'il a reçus. Et puis on a décidé aussi à chaque roman de fiction d'opposer un essai de référence. Et celui-ci, Jean, je vous laisse le présenter. Oui, mais au passage, Matteo et son agent refuse les propositions de Manchester United, du Bayern de Munich et du Real Madrid. Donc c'est un universitaire sportif. Alors je ne sais pas devant quelle caméra il faut que je montre ce livre. C'est le livre d'un certain Claude Louis Gallien. C'est un ouvrage monumental qui date de 2006, puisque c'était pour le centenaire du Paris Université Club, et c'est vraiment la saga du sport universitaire français. Ce fut un travail de bénédictin. Le livre est plaisant, très illustré. On peut encore le trouver chez Atlantica ou même au Paris Université Club. Quand on aime le PUC, c'est pour la vie. Quand on aime Paris et le PUC, on donne tout son temps. Merci en tout cas, messieurs, merci mesdemoiselles d'être venus sur ce plateau pour répondre à nos questions. On va vous souhaiter bonne route jusqu'à Kazan. Voilà. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain, même endroit, même heure pour un nouveau numéro. D'autres débats, on compte sur vous. Faites du sport, ça entretient, c'est bien. Bye bye.